Les migrants. Les migrants, l'immigration clandestine, la traversée de la Méditerranée ne date pas d'aujourd'hui. Bonjour, je suis François Dali de Startup d'Afrique. Je suis entrepreneur. Aujourd'hui, je veux vous entretenir sur l'immigration clandestine des jeunes Africains en Europe. Je vais parler de ces jeunes qui traversent le désert, qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie pour rejoindre la terre européenne à la richesse du bonheur matériel. Les panafricanistes ont beau vanter les atouts du continent africain, mais cela ne freine pas ces jeunes dans leur élan. Ces jeunes continuent à partir. Ces dernières années, ces départs risqués vers l'Europe ont fait l'actualité, un peu partout. Chacun essayant d'identifier des raisons politiques, économiques, militaires qui pousseraient ces jeunes à partir. Mais la réalité est que ce phénomène n'est pas récent. Il date en effet d'il y a longtemps. Je vais vous parler du cas d'un migrant que j'ai rencontré fin 2003, début 2004. Cela fait près de 20 ans. J'étais en séjour à Bamako et je devais me rendre à Dakar. Dans le temps, c'était le train qui reliait les deux capitales. Le voyage durait un truc comme 48 heures et s'étendait sur 3 jours. Je veux dire, si vous quittiez Bamako le lundi, vous alliez passer lundi, mardi et mercredi sur le trajet pour arriver dans la journée du mercredi. Ce trajet incluait une escale dans les villes de Kayes au Mali et de Tambacounda au Sénégal. Enfin, si je me rappelle bien. Si ça se trouve, il y a des personnes parmi vous qui ont déjà fait ce trajet en train et qui pourraient laisser un commentaire pour confirmer les escales. Je crois que maintenant, ce n'est plus le train qui relie les deux villes puisque la route a été réalisée. Je veux dire une voie bitumée. C'est donc plutôt le bus ou le car qui relie Bamako à Dakar maintenant. Donc pour me rendre à Dakar, je suis allé prendre mon ticket de train la veille de mon départ. Une fois à la gare, j'ai aperçu un jeune homme assis seul dans un coin, ne semblant pas trop s'intéresser à ce qui se passait autour de lui. Il avait un grand sac à dos et était assez calme. Même s'il ne parlait pas, il me semblait qu'il s'agissait d'un de mes compatriotes ivoiriens. Enfin, avec son style vestimentaire et son aspect, il me semblait être un Ivoirien. Je me suis approché de lui, on a échangé quelques mots. Je ne m'étais pas trompé, il s'agissait effectivement d'un compatriote ivoirien. Il m'a expliqué comment son voyage s'était déroulé depuis Abidjan jusqu'au Mali et qu'il était à la gare pour attendre le train du lendemain. Sans autre point de chute, il allait dormir à la gare et prendre le train le lendemain. Lorsque j'ai entendu qu'il devait passer la nuit dans la gare, je lui ai proposé de venir chez moi passer la nuit. Comme ça, le lendemain, on se rendrait tous les deux à la gare. Confiant d'avoir affaire à un compatriote, il a accepté mon offre et m'a suivi. Mais il faut dire que c'était quelqu'un qui avait ce que je peux appeler une certaine éthique de voyage. Il savait ce qu'il voulait. Ça, j'ai pu le constater. Il ne se laissait pas distraire par autre chose que son but. La fête, les femmes et autres sortes de distractions n'étaient pas dans son programme. Il devait réussir son voyage. Je connais mes compatriotes. Si un jeune Ivoirien arrive dans une nouvelle ville avec un peu d'argent sur lui, tu sais, je sais, il va se rincer la gorge avec une bonne bière avant de réfléchir sur ce qu'il y a à faire. Mais mon compatriote que j'ai rencontré à la gare était différent, où la réussite de son voyage lui importait tellement qu'il s'astreignait à une rigueur sans faille. Ok, lorsque je l'ai ramené chez moi pour attendre sereinement le départ du lendemain, il a commencé à s'ouvrir, disons à se confier. Il était étudiant en droit
et se rendait en Espagne pour aller tenter l'aventure. Je dis ça, mais de mon point de vue, son voyage était déjà en lui-même une aventure. En fait, comme la Côte d'Ivoire vivait à cette époque une crise politico-militaire, il a dû contourner le nord de la Côte d'Ivoire en passant par le Ghana, puis le Burkina Faso, avant de rejoindre le Mali. Du Mali, il devait se rendre en Mauritanie, plus précisément dans la ville de Nouadhibou, où il devait embarquer pour l'Espagne par le port de Nouadhibou. Il savait comment les choses se passaient là-bas. Il était très bien informé. Il m'a expliqué qu'il avait une connaissance qui avait regagné l'Espagne de cette façon et qui le conseillait le long du trajet. Ses parents étaient également au courant et le soutenaient également. Si dans une ville donnée, il devait dépenser plus parce que le trajet avait été compliqué ou qu'il avait dû rester à l'hôtel, on lui envoyait de l'argent par Western Union. Comme dans le temps, il n'y avait ni WhatsApp, ni Facebook, ni les smartphones Android ou iPhone, le jeune voyageur devait à chaque fois qu'il arrivait dans une nouvelle capitale, trouver un cyber pour consulter ses mails et envoyer des messages pour donner de ses nouvelles. C'est comme ça qu'il fonctionnait jusqu'à ce que je le rencontre. Il me racontait son histoire, mais moi je restais subjugué qu'il y ait de jeunes Ivoiriens à l'époque capables de prendre de tels risques avec détermination et méthode. Je connaissais un peu les Abidjanais et il me semblait que mes compatriotes étaient des gens joyeux qui ne s'aventuraient pas devant certains risques. Cependant, il m'a fallu être en terre étrangère pour découvrir une autre facette de la jeunesse de nos pays. Je dis de nos pays puisqu'aujourd'hui, il est clair que le phénomène est sous-régional et que toute l'Afrique de l'Ouest est concernée. J'ai donc fait le trajet avec mon ami de voyage jusqu'à Kidira. Il savait où il devait descendre. Il est descendu à Kidira. Kidira, c'est juste à la frontière côté Sénégal. Côté Mali, on a, je crois, Diboli. Juste après, quand on rentre au Sénégal, on a Kidira. Il est descendu là. Le gars n'a même pas cherché à aller découvrir Dakar comme un amoureux du voyage. Non, il savait là où il devait descendre et comme un moine discipliné, il est descendu à Kidira. Il m'a expliqué qu'il devait se diriger vers le nord du Sénégal et rejoindre Rosso à la frontière Mauritanie-Sénégal et de là, il rentrerait en Mauritanie. Il s'en tenait exclusivement à son plan, pas de distraction. Une fois au port de Nouadhibou, des agents du port devraient l'aider à regagner l'Espagne. Il était sûr que son tuyau était le bon. Il connaissait des gens qui avaient déjà fait le trajet et surtout, il était déterminé à réussir son voyage. De son point de vue, le pays était bouché. Il n'y avait plus d'espoir pour les étudiants en Côte d'Ivoire. Il se débrouillait à sa façon pour regagner l'Europe où il pourra réussir sa vie, au besoin en reprenant ses études. Qu'est-ce qui motivait un étudiant qui avait dans le fond un avenir à prendre de tels risques? Est-ce que les raisons qu'on évoque aujourd'hui pour parler des migrants qui traversent la Méditerranée devraient s'appliquer à lui? Je ne saurais répondre avec assurance. Parce que si c'était la guerre en Côte d'Ivoire qui plombait son moral, il pouvait aller s'inscrire tranquillement à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, comme d'autres étudiants ivoiriens que j'ai connus à Dakar. Dans le cas d'Aimé, je crois que c'est comme cela que le jeune étudiant qui se rendait en Espagne s'appelait. Dans son cas, c'est plus sous le conseil d'Africains qui étaient déjà en Europe et qui lui faisaient miroiter la réussite personnelle qu'il agissait. C'est ça aussi qu'on omet souvent de souligner en présentant l'immigration clandestine par la Méditerranée comme un phénomène récent. Mais la réalité est qu'elle n'est pas récente. Elle se passait bien avant, mais les concernés se passaient l'information tranquillement entre eux. C'est vrai que l'échec des dirigeants africains, les mauvais résultats économiques et l'appauvrissement de nos États ont accéléré les choses, mais l'immigration clandestine par la Méditerranée existe depuis longtemps et dans le cas du jeune étudiant en droit Hermé, c'était certains Africains de la diaspora qui l'incitaient à prendre ce chemin. Bien entendu, il s'agit de certains Africains de la diaspora puisque dans leur majorité,
Les Africains de la diaspora sont des gens responsables, soucieux du développement inclusif de l'Afrique. Est-ce qu'Aimé a réussi son voyage? Je ne sais pas. Après bientôt 20 ans, depuis notre voyage en train, je ne l'ai plus jamais revu. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Peut-être qu'il se reconnaîtra en visionnant cette vidéo. Je serais bien ravi de savoir que son voyage a réussi et qu'il ait pu réaliser ses rêves. Partagez cette vidéo, peut-être qu'elle l'atteindra et que j'aurai de ses nouvelles. D'ici là, on se dit à la prochaine.